Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Cette année, la Semaine nationale du don d'organes se déroule du 23 au 29 avril. Pour l'occasion, je reçois Mme Linda Paradis, double greffée pulmonaire en octobre 2016. Femme active, pleine d'énergie, elle commence en 2014 à développer des symptômes inquiétants. Essoufflement, douleur à la poitrine. Le diagnostic tombe début 2015, fibrose pulmonaire. La maladie évolue rapidement et une biopsie pulmonaire en juin 2016 confirme la gravité de la maladie. Les choses se détériorent rapidement et à l'automne 2016, les jours sont comptés pour Linda. Heureusement, un détour du destin lui offre des nouveaux poumons en octobre 2016. Il est difficile de croire que Linda est transplantée tant elle est pleine d'énergie. Elle me raconte son histoire avec beaucoup d'émotion, même après plus de 6 ans, et est pleine de reconnaissance pour les gens qui l'ont aidée, les gens qui l'ont traitée, ainsi que pour les personnes qui font don de leurs organes. Linda est une ambassadrice extraordinaire pour la cause du don d'organes. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, je vous rappelle de signer votre carte de don et de discuter de vos intentions avec vos proches. Linda, bon samedi. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Merci de te prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots pour parler de ta vie, parler de ta greffe pulmonaire survenue en 2016. Donc, c'est par les médias sociaux qu'on s'est connus. J'ai lancé un appel, puis une amie commune nous a mis en contact. Puis c'est là que j'ai appris à te connaître. On s'est parlé un peu il y a quelques semaines, puis on s'est reparlé tout à l'heure. Puis je pense que ça va être une super belle entrevue, donc... J'espère. Je manque jamais une opportunité. Je me suis fait une promesse d'ailleurs depuis la transplantation de ne jamais manquer une opportunité de raconter mon histoire, utiliser mon histoire pour faire de la sensibilisation au don d'organes qui m'a sauvé la vie et qui me permet d'être encore ici aujourd'hui. Donc tu as été greffé en 2016, ça va être donc le 7e anniversaire à l'automne prochain. Exact. Puis si tu me parlais de ta vie avant 2016 ou peut-être ta vie il y a 10 ans, qu'est-ce que Linda Paradis faisait? Avant de remonter il y a 10 ans, je te dirais que je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, qui a toujours mordu à plein dans la vie, intense, passionnée. Donc, j'ai fait beaucoup de... J'ai travaillé très fort, j'ai eu 3 beaux enfants, donc je mordais vraiment dans la vie et je prenais la vie vraiment d'une façon très positive. Puis il manquait toujours de temps pour faire tout ce que j'avais envie de faire dans la vie. Alors j'ai quand même travaillé beaucoup, mais j'avais un niveau d'énergie supérieur à la moyenne, donc ça allait bien. Je te dirais que les 10 dernières années avant ma transplantation, ça a été les années les plus difficiles de ma vie. Je suis sortie d'une relation de couple, un mariage qui est là. Ça a été très difficile de sortir de là. Et puis là, je me suis lancée dans le travail d'une façon exagérée. Et j'ai travaillé excessivement fort. J'avais besoin de me refaire financièrement. J'avais besoin de me reconstruire comme personne. Mm-hmm. Et je te dirais que les 5 dernières années avant ma transplantation, ça a été excessivement stressant. Je travaillais, je faisais juste ça. 6 jours, 7 jours sur 7, 12, 14 heures par jour. Je pensais juste à ça. C'était déraisonnable. Mais finalement, après 5 ans, je commençais à me dire « Ah, bon, enfin, je commence à respirer. Là,
je viens de passer à travers toute une bataille de vie, puis bon, là, que j'ai repris le contrôle, ça y est, je vais commencer à revivre et j'ai l'impression de recommencer à respirer. Mhm. Mais quand tu étais là, dans cette folie de travail-là, c'est rétrospectivement que tu te dis que ça n'avait pas de bon sens ou pendant Oui. que tu le faisais, Les deux. tu en étais consciente? J'en étais consciente. J'étais comme en mode survie. Il fallait que j'avais une anxiété sur le futur, comment je vais m'en sortir. Bref, voilà. Je me retrouvais toute seule et j'avais besoin de me refaire financièrement. Donc, ça a été excessivement exigeant. Et puis c'est là que, c'est ça, au moment où je me dis, bon, je commence à respirer, C'est le cas de le dire. j'ai manqué de respirer. Mhm. C'est là qu'on m'a appris que... Puis là, j'ai fait, mais non, ça se peut pas. Voyons, je suis pas à bonne place. Mhm. Il y a quelque chose que je fais pas de correct, ça n'a pas de bon sens. Je viens de sortir de la plus grosse bataille de ma vie, la plus grosse période, la plus difficile. Puis là, au moment où je me dis, bon, je commence à respirer, on me dit que j'ai un problème de poumon. Mhm. Ouch. Ça a été une grosse remise en question. Les premiers symptômes de la maladie, de la fibrose pulmonaire, c'est... Ben écoute, j'ai toujours été une femme très, très sportive. Alors, pour moi, le sport, c'était une façon de faire sortir le mauvais Mhm. et de me réénergiser. Alors, je faisais beaucoup de vélo. Et cet été-là, la fin de l'été, j'avais un nouveau copain et puis je faisais du vélo avec lui. Puis c'est un gars que j'avais initié au vélo et je me retrouve... j'ai l'impression de ne pas être capable de suivre, puis je ne me reconnais pas. Et je manque de souffle, tu sais. Mais enfin, l'été se passe et c'est à l'automne, quand je suis retournée à l'intérieur faire du spinning avec le groupe avec qui je fais du spinning l'hiver, parce qu'on ne roule pas l'hiver. Et c'est là que j'ai réalisé que, mais non, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Alors, je manquais, c'était pas mes muscles, et là, j'ai réalisé qu'en respirant, c'est comme si j'avais mal au poumon. L'élastique, c'est comme il ne voulait pas étirer, puis il C'est en bloquait. 2015, ça. C'était oui, je te dirais début 2015. Oui. OK. Donc, en fait, l'automne, et là, je suis allée voir un pneumologue, et puis c'est là que, en début 2015, j'ai vu un pneumologue spécialisé en fibrose, parce qu'on me disait que je commençais une petite fibrose, puis on ne savait pas pourquoi. Et à ce moment-là, moi, je me dis, écoute, je le sais c'est quoi, là, je suis à bout de souffle, je suis stressée, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas une vie balancée. Bon, OK, j'ai compris, là, je reprends le contrôle, je me suis mis à faire de la méditation, je suis pas à bonne place, il faut que je change faut que je change quelque chose dans ma vie, je vais faire des changements, ça va bien aller. Mais quand il te parle de fibrose pulmonaire au début, Ben là, est-ce ça que me tu donne réalises la gravité potentielle de ça? non, pas OK. du tout. Tu fais pas de recherche sur Internet trop? Ben, on me dit que ça se guérit pas, mais que ça peut se stabiliser. OK. Bon, OK. Puis à ce moment-là, bien écoute, on va pas plus loin que ça. Il y a deux genres de fibrose, puis on n'est pas trop capable de la préciser. Mais comme je réagis à la cortisone, on pense que c'est mon système immunitaire. Et finalement, on me médicamente pendant 1 an, mais j'ai peut-être un peu biaisé la médecine de ce côté-là parce que pour moi, c'était comme je vais faire encore plus. Je vais faire encore plus de sport. Je vais me débarrasser de ça. Pour moi, la santé, c'est en bougeant, c'est en faisant du sport. Alors, puis le stress, je me dis, en rebalançant tout ça, je vais régler ça, ce problème-là. Ça va se régler. Mais donc, j'étais très, très, très active. Mais j'étais de moins en moins performante. OK. Juste pour donner un exemple, moi, pour m'entraîner 3 fois par semaine, j'étais dans un building de 6 étages, je faisais 15 fois les escaliers up and down. Donc, 80 étages d'escalier 3 fois par semaine. Et là, ben, plus ça allait, moi, j'étais capable de les faire. OK. Mais j'étais encore capable d'en faire 10, tu sais. Donc, pour le médecin, il ne pouvait pas voir la différence quand il me demandait qu'est-ce que je faisais comme activité. C'était mieux que beaucoup de ses patients. Bien oui. Alors, finalement, après 1 an, ça continue à se détériorer. Et là, je me dis, il faut faire quelque chose. Et on fait un scan, et puis effectivement, ça s'est détérioré. Puis il me dit, on n'a pas la bonne médication, on arrête toute la médication. OK. Puis la seule façon de le savoir maintenant, c'est en faisant une biopsie. Alors, j'ai dit, go, une biopsie ouverte. Alors, j'ai eu une biopsie ouverte au mois de juin. 2016. Et à ce moment-là, on me dit, 2 semaines après, on me dit qu'on transfère mon dossier
directement en transplantation que c'est confirmé, c'est une fibrose pulmonaire idiopathique, qu'elle est en pleine ébullition, qu'elle est très, très active et Très agressive. très agressive et qu'on n'a probablement pas 6 mois devant nous. Ouch! Là, es-tu à l'oxygène à ce moment-là? Non, mais je suis vraiment à bout de souffle de plus en plus. Et le médecin me suggère de prendre un complément des bonbons d'oxygène et puis je refuse. Catégoriquement, je refuse. Il n'y en a pas question. On va attendre la biopsie. Et finalement, je me suis rendue de peine et de misère à la biopsie. Et j'ai continué à travailler, mais je me déplaçais moins. Je restais plus à la maison. Et là, j'ai eu la biopsie et à partir de ce moment-là, j'ai été sur l'oxygène 24 heures sur 24 jusqu'à ma transplantation. J'imagine que ça veut dire que l'été 2016, ta condition, ça périclite de semaine en semaine. Dramatiquement, c'est ça? De semaine en semaine, j'avais des deuils à faire, un après l'autre. C'était très violent comme descente à aux enfers, je peux dire. OK. Puis là, tu sais que ça va te prendre des poumons. Oui. Quand j'ai eu la nouvelle, je suis sortie, j'étais toute seule chez le médecin. À chaque fois que j'allais chez le médecin, j'étais toute seule. Et puis, je suis sortie la première fois qu'il m'a parlé que j'aurais besoin d'une transplantation, que j'aurais peut-être dans 5 ans besoin d'une transplantation pulmonaire, j'ai fait un accident dans le stationnement. OK. J'étais en état de choc, puis je me disais, ça se peut pas. Et alors, voilà. J'ai finalement... on passe à travers toutes sortes d'étapes, de frustration, l'agressivité, de ça se peut pas, je peux pas croire que je peux pas mourir, ça se peut pas, qu'est-ce que je vais avoir l'air après ça, j'ai besoin de travailler, encore une fois, mes angoisses qui reprenaient le dessus, je voyais comme pas d'issue. C'est drôle, je t'écoute, puis j'ai l'impression d'entendre la réaction d'un patient qui se ferait dire qu'il a un cancer. C'est comme le même processus, Tout à fait. Les mêmes étapes. Là, Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu du déni ou... Il y a eu du déni, il y a eu de tout. Là. Je passais à travers tout, puis même que je me suis même dit, si je suis pas capable de gagner ma vie après, puis j'ai 3 enfants, j'ai pas de conjoint, j'ai pas envie d'être un fardeau pour mes enfants, je serais-tu mieux juste de me laisser aller, de dire non, Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu un déclic, et j'ai eu la fight song. OK. Ça a été une chanson qui a joué beaucoup et quelqu'un qui a attiré mon attention sur la fight song. Puis, there's a lot of... J'ai encore une bataille à l'intérieur de moi. Puis, je trouvais que la vie avait été difficile pour moi dans les dernières années. Puis, je me disais, je peux pas croire que c'est une autre bataille à surmonter. Mais c'est comme si j'avais un déclic que la vie m'avait préparé pour cette dernière bataille. Puis que ça, c'était la vraie. Ouais. C'était celle pour garder la vie. Et que j'étais armée, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais qu'en même temps, j'avais toujours mené ma vie au pic-la-pelle. Tu sais, quand on a des problèmes, let's go, on se retrousse les manches, on y va, on fonce, on va régler ça. Puis là, j'étais complètement impuissante devant ce diagnostic et j'étais impuissante. Il n'y avait rien que je pouvais faire d'autre que de l'accepter puis de dire, bon, sais-tu quoi? Je me prépare, puis s'il faut qu'il me reste juste 6 mois à vivre, je vais les vivre avec... je vais continuer à me maquiller, je vais continuer à me coiffer, je vais continuer à avoir un sourire aux lèvres. Et malgré que, tu sais, j'ai eu des moments difficiles, j'essayais d'être excessivement positive en me disant, je vais la gagner, cette bataille-là, je les veux, ces poumons-là, on va les trouver. Et puis j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à faire la quête. Alors pendant ce 4 mois et demi-là où on m'évaluait pour faire la liste, j'ai rencontré plein de gens du domaine de la transplantation pour savoir comment ça se passait. Puis c'est là que j'ai réalisé que, oh mon Dieu, je vais peut-être mourir parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Ça prend une chance, ça prend un timing, ça prend... Faut que les astres s'alignent. Et je me suis retrouvée 2e quelques jours avant d'avoir l'appel. J'étais 2e sur la liste d'attente dans ma catégorie sanguine. Alors j'ai même eu... un gros éclat une crise de larmes que j'avais jamais eu.
Et parce que là, je me voyais vraiment, je sentais vraiment la fin, je sentais que j'allais mourir, je sentais que je n'étais plus capable de vivre comme ça, je n'étais plus capable de rien faire, je n'étais plus capable de sortir, aller aux toilettes, à la chambre de bain, prendre une douche, c'était un marathon, donc je savais que la vie ne pouvait pas continuer comme ça, puis que je m'en allais mourir. Tu disais que ton médecin t'avait parlé d'un horizon de 5 ans avant une greffe. Ça, c'était en juin 2016? Oui. En fait, juste, non, en 2015. Là, 2015? Oui, en fait, pendant l'année où j'ai commencé à prendre la médication, puis qu'on voyait que ça continuait à se détériorer, là, il m'a dit, si ça continue comme ça, tu vas peut-être avoir besoin d'une greffe dans 5 ans. Puis en 2016, suite à la biopsie, là, ton horizon est de quelques mois, là, tu le sais déjà à ce moment-là. Oui. À partir du moment où j'ai eu la biopsie, là, c'est là que ça a fait, on n'a pas 6 mois devant nous, là, c'est d'urgence. Et le processus, habituellement, pour l'inscription à la liste, c'est un 6 mois minimum. J'ai été excessivement chanceuse, encore une fois. Les astres étaient alignés. J'étais du côté médical, j'étais vue en privé. Et donc, j'avais beaucoup de tests qui étaient déjà préventifs, qui avaient été faits et ça devançait beaucoup le processus. Comme quoi, par exemple? Comme des mammographies, comme des échographies. Et à cause de ma biopsie, j'avais une échographie du cœur. Ça aussi, c'était des longues listes d'attente. Donc, pour être greffé, il faut être, entre guillemets, en bonne santé dans les autres sphères oui, puis de pas notre juste organisme. physiquement, entre les deux oreilles aussi. Il faut être bien entouré. Donc, la famille est appelée psychologiquement. Est-ce que, tu sais, parce qu'on ne peut pas donner des organes à quelqu'un qui ne passera pas à travers puis qui va aller se tirer en bas du pont après, hein? Donc, voilà, il faut c'est un groupe, d'ailleurs, il y a 16... On rencontre un groupe de 16 personnes qui nous voient, qui évaluent ta condition physique, qui évaluent tout de la tête aux pieds ta condition. Et en même temps, tu n'es pas sur ton meilleur jour. Puis là, toi, il faut que tu essaies de les convaincre que tu es une bonne candidate? Ben écoute, non. On se laisse aller là-dedans? On se laisse aller là-dedans. Non, on se laisse aller là-dedans. On est complètement à la merci du système. Mais en même temps, je pense que c'était évident dans mon cas que, premièrement, mon corps était en état parfait. J'étais une fille sportive. Super active. Donc, j'étais super active, super sportive avec un moral du tonnerre. Là. Ouais. Je les veux, ces poumons-là, on va les trouver. Tu sais. Alors, j'y croyais. J'y croyais vraiment, j'y croyais. J'y croyais jusqu'à quelques jours avant où là, j'ai éclaté et puis je me suis dit, quelle est la chance que ça arrive? Il y a une personne en attente avant moi. Puis j'ai su après la transplantation, 2 jours après, j'ai reçu l'appel et j'ai su après la transplantation que cette personne-là qui était avant moi est décédée. Et c'est pour ça que je suis devenue première sur la liste. Donc, il y a 2 personnes qui m'ont laissé leur place. Alors, je ne peux qu'être reconnaissante. Et la famille qui, à travers un drame, la perte d'un être cher, dit oui pour que moi je survive. C'est quelque chose qui est excessivement touchant. J'en ai parlé avec Michel Lallier, qui est chirurgien transplanteur. Oui, je connais Michel. Comme tu sais, il racontait que même si beaucoup de gens sont en faveur du don d'organes, la majeure partie de la population, les gens signent leur carte, mais parfois n'en parlent pas assez avec leur famille, ou les familles ont des réticences à la fin. Puis parfois, il y a des organes qui sont, entre guillemets, perdus parce que la famille n'est pas prête à, oui, malheureusement, à passer cette étape-là, souvent en pleine crise, comme tu le dis. C'est ça le problème, c'est qu'on manque de temps. On voudrait avoir du temps pour réfléchir. Premièrement, absorber l'acceptation du deuil, du décès, avant de prendre la décision. Mais malheureusement, les 2 doivent être constatés ou pris dans le même 24 heures, 48 heures, 72 heures. Alors, ça devient un processus excessivement exigeant. Et donc, c'est prouvé que si... et c'est comme une fatalité. Hein? À partir du moment où tu dis non au don d'organe, bien, la personne part, s'en va à la salle d'opération et c'est fini. Là. Donc, c'est vraiment la fatalité
Donc, tu as l'impression de prendre la décision d'en finir avec la personne. Alors que... Comme si on la tuait une deuxième fois, peut-être? Oui, en fait, on prend la décision de dire, OK, tu peux la tuer, là, ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais. Donc, c'est excessivement... Tu es en plein deuil, tu es en pleine crise. Et... Avant toute cette période de ta vie, pour toi, le don d'organes... c'est un sujet comme les autres. C'est ça? On n'y pense pas trop? Non, j'avais signé ma carte comme tout le monde. Puis, en avais-tu parlé à tes proches, non, à tes enfants, par exemple? Non, je n'étais même pas consciente de ça. Moi, à partir du moment où on signait notre carte, pour moi, c'était clair. C'est juste C'était un automatisme pour toi? Oui, c'était un automatisme. J'ai signé ma carte. C'est seulement après que j'ai réalisé que, oh my God, les gens peuvent dire non. Et les gens disent non. Il y a plus que 30% des gens qui se retrouvent face à des familles, qui se retrouvent face aux dons d'organes, qui disent non aux dons d'organes. Et au début, tu es scandalisé, mais quand tu te mets dans le processus, puis quand tu te mets dans une position où, OK, mais si ça arrivait à ton enfant, comment tu réagirais? C'est pas nécessairement évident. Et il y a eu plusieurs films qui ont été tournés là-dessus et qui représentent vraiment la réalité de ce qui est vécu. Quand tu arrives en salle d'opération, quand tu arrives en soins intensifs, pardon, et que la personne est en arrêt et en mort cérébrale, tu ne peux pas le croire. Donc, tu ne peux pas prendre la décision. Donc, il faut vraiment avoir eu cette conviction-là avant la crise, en avoir parlé avant, que le sujet a été abordé, puis à ce moment-là, ça simplifie tout. Il y a certaines juridictions, comme la Nouvelle-Écosse notamment, où c'est un processus où les gens doivent, on appelle ça en anglais, on excuse l'anglicisme, opting out. Donc, tous les gens sont donneurs et les gens doivent signer s'ils ne veulent pas l'être. Donc, c'est un processus inversé. Puis toi, tu me disais tout à l'heure, avant que l'on commence l'entrevue, que ça peut être contre-productif. Oui, c'est pas nécessairement la bonne solution. En fait, que le gouvernement dise tout d'un coup que les organes lui appartiennent, je pense que même au Québec, ça aurait un effet possiblement néfaste plutôt qu'un effet positif. Les gens qui se déplacent pas aujourd'hui pour aller signer leur carte se déplaceraient pour aller dire non parce que juste en réaction à l'imposition. Donc, je pense que... Puis moi, mon but, après avoir été sauvée par une transplantation, c'est plutôt de faire sortir le côté héroïque derrière le don d'organes. Le côté d'être capable de sauver des vies, d'être capable de donner la vie, d'être capable de permettre à quelqu'un comme moi d'avoir encore une vie par ce geste d'altruisme ultime, de donner les organes d'un être cher pour que quelqu'un d'autre puisse continuer sa vie. Je t'ai entendu dire, je trouvais que c'était une belle image, que maintenant, il n'y a plus seulement les femmes qui peuvent donner la vie, tout le monde, donc... Effectivement, hein, le plus beau miracle de l'existence, c'est de la reproduction et de donner la vie. Et c'était réservé aux femmes de donner la vie. Mais maintenant, avec le don d'organes et la capacité de récupérer des organes de quelqu'un d'autre, tout le monde peut donner la vie, finalement. J'ai vu des vidéos de toi là, dans les semaines ou les jours précédant la greffe, là, puis je te vois aujourd'hui, c'est pas la même personne. C'est incroyable. Mais la dernière semaine, là, en mi-octobre 2016, là, j'imagine que tu regardes t'es à côté du téléphone. Oui. Là, as-tu peur de mourir? Là? Chaque jour peut être le dernier dans ton esprit? Oui, tout à fait. Chaque jour, je sens quelque chose qui s'en va et je sens la mort de plus en plus près. Et je sens que là, c'est la fin. Là, parce que si je ne reçois pas ce cadeau de la vie, je m'en vais directement dans le cercueil. Et comme je t'ai dit, 2 jours avant, j'ai eu cette crise de larmes-là en présence de ma mère à la fin de la journée, que les amis venaient de sortir de chez moi. On avait eu un beau souper, mais j'étais complètement épuisée. Et j'ai fait une crise de larmes en me disant, je suis deuxième, les chances que ça arrive sont nulles, et puis je sais que je ne serai pas capable de passer à travers. Il me reste on commence à parler de me faire une trachéo, de me rentrer à l'hôpital pour me faire une trachéo, puis ça, il te reste 1 semaine ou 2 quand tu es rendu là, donc... Est-ce qu'il était question, mettons, de circulation extracorporelle? Il y a des mecs de non, cœur mécanique? On n'était pas encore rendu là, mais la première étape, c'est de faire une trachéo pour être capable de pousser de l'air encore plus directement dans les poumons. Puis
Mais bon, bref, je me suis pas rendue là, C'est mais ça. je commençais à sentir que je m'en allais là. Et j'étais toute seule, je pouvais plus rester toute seule à la maison, ma mère était avec moi, puis... Tes enfants dans tout ça, parce que ça doit pas être facile non plus. Mes là, enfants, j'essayais Ouais. j'essayais d'être excessivement positive, et puis on n'a jamais parlé de ça, là, que je m'en allais mourir, là. Ah non? Non, 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 non. D'ailleurs, je leur ai posé la question après. Est-ce que vous saviez que j'étais si près de la mort? Et puis on dit, ben oui, maman, on a tout vu, On n'est on pas savait fou, tout, comme on dit. on Ouais. avait tout parlé, on se préparait à ton départ, là. Puis on n'était pas sûr qu'on y croyait au don d'organes, là. Alors toi, tu ne voulais pas en parler et eux non plus. Non, en fait, moi, je gardais le positif, je me disais, je vais les avoir, ces poumons-là. Moi, pour moi, là, c'était clair, j'étais focusée sur, je vais les avoir, les poumons. J'y crois, je vais les avoir. Ah. Je vais les avoir. Et puis, oui, effectivement, c'était un beau samedi matin. Il faisait un merveilleux soleil et puis je pouvais plus sortir et c'était la journée de chaîne de vie. La montée du La montée. Mont-Royal. Et puis à ce moment-là, on m'avait dit, c'était chaîne de vie. J'avais commencé à me focusser sur l'organisation que je trouvais exceptionnelle. Et puis j'étais supposée être là. Et comme je n'étais pas capable de me monter, on avait dit que les policiers allaient me monter et je pouvais attendre mes amis en haut de la montagne. Mhm. Et finalement, ce matin-là, c'était impossible pour moi de sortir. Donc, Même non. être escorté par le... Non, 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 je pouvais pas. Alors, j'étais clouée à la maison, mais il faisait excessivement beau. Alors, on se textait, je textais les gens qui étaient là pour moi, qui montaient la montagne pour moi. Et j'ai une amie qui refusait que je reste dans la maison dans une si belle journée, qui avait décidé de me louer une chaise roulante et qui s'en venait à la maison. Et j'avais eu un massage ce matin-là. Et là, ma mère me dit, bon, ta chum s'en vient avec la chaise roulante pour aller dehors, il faut que tu manges. Puis vous savez que quand on est rendu à ce niveau-là d'oxygénation, de besoin d'oxygénation, juste manger devient un défi. Ah, j'imagine. Parce que avaler, les quelques secondes qu'on prend pour avaler, mon souffle était tellement court que ces quelques secondes-là, c'était paniquant. J'avais l'impression qu'en avalant la nourriture, le temps que je pouvais avaler la nourriture, je pouvais manquer d'oxygène. Mhm. Donc, je mangeais de moins en moins. Et ma mère, elle me dit, là, il faut que tu manges. Elle m'ouvre un ensure. Et je prends quelques gorgées d'ensure. Mon téléphone était toujours devant moi. Je l'avais toujours avec moi. Et le numéro du Dr Ferraro était programmé dans mon téléphone. Alors, le téléphone est devant moi. Je me prépare à aller faire une promenade de chaise roulante. Et le téléphone a sonné. J'ai vu Dr Ferraro. J'ai dit, c'est le Dr Ferraro. J'ai pris l'appel. Et Dr Ferraro me dit, Linda, prépare-toi. J'ai trouvé des beaux poumons pour toi qui n'ont jamais fumé. Écoute-moi comme il faut. Il m'a donné des directives. Je veux que tu sois à l'hôpital à 4h30. On t'attend. À jeun. Il faut que tu arrives. Oui, c'est ça. Tu manges. Ben, j'ai bu 2 gorgées. Correct, arrête tout ça. Et on t'attend. Tu vas être pris en charge. Appelle l'ambulance. L'ambulance n'apporte pas tes bonbons d'oxygène, rien. Ils vont prendre en charge de toi. Ils vont t'amener en salle de soins intensifs. Et puis, on va te préparer pour la transplantation qui aura lieu à 7h30 ce soir. T'as bien compris? J'ai compris. Tout ça pendant que tes amis sont sur la montagne. Tout ça. Alors, Pour chaîne de vie. alors, ça a l'air tu d'un peux scénario de comprendre- film. Oui. Alors, tu peux comprendre qu'Isabelle Maréchal, qui était la marraine, qui est encore la marraine de Chaîne de vie sur la montagne, j'avais des amis qui étaient avec elle, on m'a envoyé des photos et tout. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé, je leur ai dit, vous pouvez pas croire. Puis là, ben, ils étaient en rassemblement, c'était la fin du processus. Et j'appelle pour dire, je viens d'avoir mes poumons. Je vais même me faire transplanter ce soir, je vais être sauvée. Alors, ça a été apparemment l'euphorie sur la montagne. J'imagine. Et voilà, j'ai appelé les gens près de moi, puis ensuite, j'ai envoyé le courriel qui était prêt. J'avais une liste de 150 personnes qui recevaient mon courriel pour dire, ça y est, je m'en vais, je viens d'avoir l'appel, je m'en vais à l'hôpital. Et puis, voilà, j'ai pris mon beluchon et l'ambulance est venue me chercher et je chantais ma fight song pendant que l'ambulance, les ambulanciers m'installaient sur la civière. Te rappelles-tu de ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que le niveau d'anxiété augmente? Non. Ou Non. diminue? C'est Non. l'euphorie? C'est quoi? L'euphorie. En tout cas, Parce dans que mon c'est cas, pas c'est sans l'euphorie. risque quand même. Là, Mais pour moi, c'était juste...
si on me trouvait des poumons, le reste, j'étais pas inquiète. Je savais que mon corps était capable de passer à travers ça. Je savais que ma tête était capable de passer à travers ça. Pour moi, j'étais invincible. Tout ce que ça prenait des poumons. L'équipe, j'avais une confiance extrême en l'équipe de transplantation du Dr Ferraro. Je me sentais excessivement prise en charge. Donc, pour moi, là, tout ce que ça prenait, c'est des poumons, le reste. Alors moi, pour moi, là, je chantais. Okay. Je chantais dans l'ambulance. Les ambulanciers ont dit, ça arrive pas souvent qu'on commence. Puis là, je disais, oui, mais moi, je m'en vais faire sauver. Je m'en vais être sauvée. Puis je te dis, là, j'étais vraiment, après sentir la mort, là, je la sentais de plus en plus près à chaque jour. Et puis là, c'était fini, là, c'est sûr. J'ai même joké jusqu'à la fin. J'ai fait une joke sur la table d'opération avec le directeur Ferraro avant qu'il m'endorme. J'ai demandé à l'anesthésiste, quand il est venu me voir en préparation, j'ai dit, est-ce que tu as ton téléphone cellulaire avec toi quand tu es dans la salle d'opération? Il me dit oui. J'ai dit, est-ce que tu pourrais me faire jouer la chanson Fight Song? Juste avant de m'endormir. Alors, on m'a blasté ça dans les oreilles avant de m'endormir. Bref. Mais ça, tu te rappelles de tout ça? Parce que j'aurais pensé qu'il y aurait un petit brouillard qui entourait telle et quand je suis sortie de la d'émotion. salle, tout le côté attente, le côté j'espère que ça va bien aller, j'espère que les poumons... Puis on m'avait expliqué que faut qu'ils prennent un visuel sur les poumons avant de dire oui. Donc, même si les poumons... Jusqu'à la dernière minute, ça peut être non. Exactement. Donc, je savais ça. Donc, je savais que là, les poumons étaient quelqu'un était en mort cérébrale et sur la table d'opération. Et là, je me disais, tu sais, les poumons vont être corrects. J'espère que le policier ne fera pas un accident. Tu penses à toutes ces choses-là. Puis là, ben, il est 7h30, il est 8h30, il est 9h30. Le samedi soir. C'est un samedi soir. Puis là, ben, il est rendu 10h30 et c'est là qu'on me roule à la salle d'opération et je vois encore... je croise ma famille et pour la première fois, moi, j'étais encore... Là, c'était comme encore plus. Là, je m'en allais me faire sauver. Et c'est quand j'ai vu ma famille devant les portes d'ascenseur, quand je suis rentrée dans l'ascenseur, leur visage, que là, j'ai fait « Oh, peut-être c'est pas si drôle que ça, mon affaire. » J'ai senti l'angoisse de leur côté, puis là, j'ai fait « Ouais, c'est vrai qu'il y a un risque. » Mais jusqu'à ce moment-là, c'était j'allais me faire sauver, j'allais être sauvée. Donc, c'est là que tu as réalisé que tes enfants comprenaient tout ce qui se passait. Ouais. Quelques secondes à... Oui, là, j'ai fait « Oh, c'est sérieux, là. C'est vrai que je peux ne pas en sortir. » Mais pour moi, c'était pas ça. C'est pas ça que je vivais. Sur la salle d'opération, comme je t'ai dit, j'ai joké avec le docteur Ferraro, puis... Jusqu'à la dernière minute. On va prendre une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Linda, te rappelles-tu de ton réveil ou le premier souvenir après la greffe? Donc...
On était en pleine nuit, j'imagine ça. Oui. Ils m'ont opéré jusqu'à 5h30 le matin et on m'avait préparé, puis on m'avait dit, l'intensiviste qui me recevait, on me l'avait présenté, puis il m'avait parlé, puis il m'avait dit, écoute, Linda, après l'opération, je vais te réveiller et je vais te regarder de très près, puis il s'approche le visage très près de moi, puis il me dit, je vais tester tes fonctions, et puis après ça, je vais te rendormir. Alors, probablement que tu ne te souviendras pas de ça du tout. Et à ce moment-là, je suis en attente, là, je suis pas transplantée. Ça, c'est le samedi soir. Oui, je suis pas transplantée, je suis en attente, et puis et je lui réponds... Si c'est ces yeux-là que je vois quand je m'ouvre les yeux après ma transplantation, je vais penser que je suis rendue au ciel. Ah oui? Et puis là, je l'appelle mes beaux yeux. Mais écoute, alors là, ça a fait la risée. Tout le monde est parti à rire. Mais donc, effectivement, ils m'ont réveillée et je me rappelle exactement. C'est incroyable. Ma famille était autour de moi. Mon fils était le premier. J'ai serré la main. Je me rappelle d'y avoir serré la main et de dire, regarde, je suis là. Puis là, j'ai entendu mon fils dire à ma mère, fais attention, elle serre fort. Et après ça, je suis repartie. OK. Mais je me rappelle très bien de ça. Et puis, quand je me suis réveillée le lendemain matin, qu'on m'a réveillée... Dans l'après-midi, le matin? Non, c'était à 9h le matin. OK. C'était... Wow! C'est fait! Wow! Wow! J'étais dans un état d'extase extrême. J'imagine. Et intubée, toujours intubée. Et puis là, ils ont commencé à me parler de m'extuber. Et là, on m'a fait un test. On m'a dit, écoute, Linda, on va te faire un test, tu respires, on va couper l'oxygène, tu vas respirer encore, tu vas avoir l'impression de manquer d'air, fais-toi-en pas, on va te le redonner tout de suite. On veut juste tester la capacité. Donc, ils testaient, voir si j'étais capable de respirer, mes poumons étaient capables de respirer tout seul avant de me désintuber. Finalement, j'ai réussi à jouer avec ce que j'ai dans la bouche qui m'empêche de parler. Et je m'aperçois que je suis capable de boucher le petit trou, puis je suis capable de tester moi-même. Mais le commode. Et là, je me prépare. Là, je bouche le trou d'oxygène, puis là, je me dis, hey, ça va être bon. Puis là, j'entends qu'ils me disent, d'ici 1 heure, elle devrait être prête. Donc là, je me pratique. Et là, il y a une idée qui me vient en tête. Et ça a été très difficile pour ma fille, qui est la plus jeune de mes 3 enfants. Ça a été une période excessivement difficile. On a eu une relation difficile à un moment donné dans notre vie, puis les dernières années avaient été excessivement positives. Et elle avait l'impression d'avoir retrouvé sa mère, puis après ça, elle était après la perdre. Donc, elle vivait quelque chose de très difficile, puis au niveau du travail aussi, de ses orientations de carrière. Et... Bref, ça a été très difficile pour elle aussi. Alors, je suis en attente de me faire extuber. Ma mère est à côté de moi, puis je lui écris « Va chercher Valérie. Je veux avoir Valérie avec moi. » Puis là, je suis obligée d'insister, mais je peux pas parler. Mais je parle avec mes yeux. Et ma fille arrive, et là, je lui écris sur un « Reste tranquille, je veux que tu sois là. Je veux que tu sois là quand on m'a extubé. Reste là, dis pas un mot, fais pas de bruit. » Et puis, finalement, je demande la permission que ma fille reste. Et puis, on me dit, ben là, ça va être l'intensiviste qui va décider ça. Puis finalement, ça se fait sans que je le sache. On dit oui, c'est l'anesthésiste qui fait la job. Alors, l'anesthésiste fait un signe de tête. Alors, il y a une infirmière à mon côté, il y a une infirmière qui arrive de l'autre côté. Linda va faire le même exercice. Respire, puis ça. Puis là, je suis bonne. Là. Moi, je me dis, je suis pratiquée, je vais être bonne. Ça fait 1 heure que tu te pratiques en secret. Là, je vais être bonne, regardez-moi bien aller. Mais ce que je pense, c'est qu'ils font juste encore le test. Mais non, pendant qu'au lieu de faire le test, ils me l'enlèvent. Alors, et là, ben moi, je suis encore dans mon test. Et puis, l'infirmière, elle me dit, ben parlez-y à votre fille, là, elle est là. Mais ma fille, je lui avais écrit, j'ai été témoin de ton premier souffle de vie. Je veux que tu sois là pour être témoin de mon nouveau souffle de vie dans cette nouvelle vie qu'on va faire ensemble. Alors, ça a été un événement marquant. Puis quand elle m'a dit, ben parle-y à ta fille, elle est là. Et là, c'est là que j'ai fait... Je respirais. Ça a été comme une naissance en pleine conscience. J'avais l'impression d'être consciente que j'allais avoir une nouvelle vie.
Et ça a été ça. Là, tu te sens tout de suite Oui. mieux. Oui, là, on m'a mis de l'oxygène Par principe. par principe, mais c'était irréel. C'était irréel. Je respirais. Mais t'as un peu de douleur quand même, là, le type Zéro. d'incision? Aucune douleur? Zéro douleur. Zéro. En fait, à travers tout ce processus-là, je dirais que la douleur est montée à 5 sur 10 maximum. Ça valait le coup. C'était incroyable. C'est vraiment, ça a été... j'ai été excessivement autonome rapidement. Bref, 10 jours après, je sortais de l'hôpital. Quand même. 6 jours après, je faisais du vélo sur place et je demandais au physiothérapeute de me faire des escaliers parce que j'aime ça me faire des escaliers. Alors, il se promenait avec le poteau. J'étais encore tout branché. Il se promenait avec le poteau. Lui, il traînait le poteau. Là. OK. Et puis, moi, je montais les escaliers. Puis une greffée puis une molaire, comme à l'hôpital, t'es un peu, entre guillemets, chouchouté, j'imagine, là? En fait, on est à l'étage des transplantés. On fait attention beaucoup. En fait, c'est high maintenance, là, parce que c'est presque à tous les heures que tu as quelqu'un qui vient checker quelque chose, mais j'étais très en pleine conscience. Et, écoute, en fait, on est bourré de cortisone aussi. Je dormais pas du tout. Je parlais. Mangeais-tu un peu à ce moment-là? L'appétit était là? Ou... Écoute, le lendemain, je me faisais venir une poutine. Mon fils m'apportait une poutine, puis je me payais la traite d'une poutine à l'hôpital. OK. Bref, ça a été vraiment exceptionnel comme remise en place. Et même le médecin, je voulais faire des entrevues, je voulais parler aux journalistes. Moi, j'étais partie dans mon... Et puis il dit, non, attends, là, non, écoute, c'est encore trop délicat, là, c'est sérieux. Et finalement, 5 jours après, je lui pose la question, écoute, moi, je vais-tu pouvoir aller en Floride? Puis il dit, si tu continues comme ça... Écoute, puis j'avais un party de fête, un 50e anniversaire à Québec. Ma famille est à Québec. Une belle-sœur que j'aimais beaucoup. Et évidemment, on ne m'attendait pas à ce party-là. Je venais d'être transplantée. C'était le 5 novembre. Et le 5 novembre, j'ai eu la permission du Dr Ferraro d'y aller. Avec un masque ou... Avec un masque. Et j'ai fait venir mon frère de la Californie. Okay. Et je suis rentrée dans la salle après que le party soit commencé, par surprise, sur les épaules de mon frère. Donc, j'étais maquillée, j'étais arrangée, il n'y a rien qui paraissait. C'était incroyable, vraiment. Je t'ai entendu dire que le paradoxe un peu de la greffe d'organes, c'est qu'il faut que quelqu'un meure pour qu'on puisse vivre. Ouais. Toi, c'est quelque chose qui ça a été touche, tellement pense, présent. Ça a été tellement présent. Je me rappelle, en fait, le soir où j'ai fait cette crise de larmes à ma mère, que quand je me suis retrouvée toute seule, je ne dormais pas, je n'étais pas capable de dormir. Et puis... j'ai comme parlé avec l'univers, j'ai parlé avec mon donneur. Et je lui disais à ce moment-là, écoute, moi, je sais où je m'en vais, c'est clair, je m'en vais dans ma tombe, mais toi, tu le sais pas, tu vas mourir. Puis ta famille va être assez généreuse pour dire oui pour que moi, je survive. Je sais pas qui tu es, je sais pas quelle sorte de vie tu as, mais toi, tu le sais pas, tu vas mourir. Puis t'es ma seule chance de pouvoir vivre. Puis je veux pas que tu meurs, mais j'ai pas de contrôle là-dessus. Exact. Et j'y pensais souvent. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu l'appel du Dr Ferraro, j'ai eu une réaction très positive. Puis aussitôt que ces minutes-là sont passées, tout de suite après, j'ai eu une grosse pensée pour cette famille qui venait de perdre un être cher. Mais c'était pas de la culpabilité? Non, c'était juste une conscience réelle que j'étais en pleine extase, mais en même temps, il y avait quelqu'un qui était après souffrir et quelqu'un qui venait de décider, et une famille qui était en excessive douleur et qui me faisait ce cadeau de la vie. Est-ce que ça te donne l'impression de porter une responsabilité ou de faire attention à toi, ta santé? C'est incroyable. Pas juste pour toi, mais pour ces poumons-là. J'ai toujours fait attention. Pour la mémoire de la personne. Complètement. Et je suis d'une reconnaissance et j'aimerais rencontrer la famille de mon donneur pour leur montrer à quel point j'en prends soin de ces poumons-là, et à quel point je profite de la vie, à quel point je suis reconnaissante envers le geste qu'ils ont posé et que
ils sont tombés dans un corps et dans une personne qui en prend soin. J'ai pas pris une goutte de boisson depuis que j'ai mes nouveaux poumons. Je continue à faire du sport. De ce temps-ci, je joue à peu près 10 heures de tennis par semaine. Donc, je suis très, très active. Puis, je continue de prendre soin de mon corps, de bien manger. Écoute, j'ai des alarmes partout au niveau de la médication. Je suis une fille qui est très, très disciplinée d'avance. Alors, tout est programmé. Quand c'est pas ma montre, j'ai la montre et le téléphone. Donc, quand j'ai pas ma montre, j'ai le téléphone et vice-versa. Bref, en 6 ans et quelques, je n'ai pas manqué une seule dose de médicaments. Okay. Et tout ça, pour moi, c'est... Regarde, j'ai encore l'épée de Damoclès d'un rejet potentiel qui peut survenir à chaque moment. Et puis, en même temps, je me dis, bien, je fais tout pour mettre toutes les chances de mon côté. Et si j'apprenais que j'ai un rejet, bien, je me dirais, j'ai tout fait. Donc, c'est pas moi. J'ai tout fait pour que ça aille bien. Puis, en même temps, c'est même pas quelque chose que je pense. Parce que pour moi, là, mon nez m'appartiennent. Et je te dirais que je leur parle régulièrement. Je parle régulièrement à mon donneur. J'y demande s'il est fier de moi. Regarde ce que je fais encore. Regarde ce que tu me permets de faire. Regarde ci, regarde ça. Puis à chaque fois que je fais de l'exercice... que je m'oxygène les poumons, je me dis, ces poumons-là, ils peuvent pas pourrir à l'intérieur. Là. Je leur donne bien trop d'oxygène, j'en prends trop soin. Donc voilà, c'est comme la première fois que j'ai pris mes anti-rejets sur le lit d'hôpital après avoir été extubée. On m'apporte la médication, puis je dis, c'est quoi ça? On me dit, c'est les anti-rejets. J'ai parlé à mes médicaments. Est-ce qu'il y a beaucoup de médicaments? L'infirmière me regardait, puis elle me disait... Il fallait qu'elle attende que je les ai dans la bouche avant de quitter. Puis là, mais je parlais à mes médicaments. On me dit, bon, écoute, on a une grosse job à faire. Là. Moi, j'appelais mes poumons des colocs. Okay. On a des nouveaux colocs, il faut en prendre soin. Okay. Puis là, on a une grosse job à faire, il faut en prendre soin. Fait que fais ta job, là, puis moi, je vais m'assurer que... Est-ce que la médication, c'est très lourd en termes de... En fait, la première année, c'est quand même... effet secondaire, c'est quoi? La première année, il faut que le corps s'habitue. Hein? Les anti-rejets, c'est quand même assez fort. Alors, tu as des tremblements. Écoute, je tremblais comme une feuille de papier. C'était incroyable. Je me disais, voyons, j'ai l'air d'une vieille. Mais ça a été quand même assez bien. Mais il y a eu beaucoup de médication la première année. Et puis... on fait du diabète de cortisone, on fait un paquet de choses. Là. Moi, je suis sortie de l'hôpital, il fallait que je m'injecte de l'insuline. Okay. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun médicament de diabète, alors que la majorité des transplantés gardent le diabète en raison de la cortisone qui est permanente. Alors moi, je suis aux doses minimales partout au niveau des anti-rejets. Les tremblements ont arrêté. Puis je te dirais que moi, j'ai aucun symptôme de la médication que je vis, que je ressens. Le seul, c'est peut-être la créatinine, les côtés de mes reins qui trouvent ça difficile d'avoir la médication là, qui m'empoisonne un peu. OK. On a parlé tout à l'heure de chaîne de vie. Oui. C'est quoi chaîne de vie? Chaîne de vie, c'est une belle organisation d'une femme qui a été professeure toute sa vie, qui a été sensibilisée par le don d'organes et qui a décidé de faire un programme d'anglais, langue seconde, en prenant le sujet du don d'organes pendant tout le cours. Alors, tout le cours est structuré donc, sur le sujet du don d'organes et c'est un cours qui est reconnu par le ministère de l'Éducation et qu'elle essaie d'en faire de promotion pour que les professeurs l'adoptent et qu'ils fassent le cours d'anglais, langue seconde, en utilisant le sujet du don d'organes. Donc, 2 choses, puis ça s'adresse aux jeunes de secondaire 4, 5, début cégep. Là, ils commencent à viser le cégep. Mais pour faire de la sensibilisation, hein, on sait que les grands changements passent par la relève et puis il y a tellement de questions au niveau du don d'organes qui ne sont pas répondues. Les gens, les gens disent oui, mais quand ça arrive le fait, bon, il y a tous les tabous, comment ça se passe? Ils vont-tu me décapiter? En fait, il y a l'autre côté, les barrières religieuses, les barrières de « oui, mais je veux qu'on me voie dans ma tombe ». Il y a un paquet de questions non répondues que je pense que le jour où on prend les jeunes puis qu'on leur enseigne qu'est-ce que c'est le don d'organes, puis on parle de récupération aujourd'hui, hein, les organes de quelqu'un pour sauver des vies. Alors, je pense que les grands changements passent par la relève. Donc, si on enseigne aux jeunes de prendre soin d'eux, puis de focusser sur le don d'organes, si un malheur arrivait, que ça devienne
ce soit plus un élément de débat, que ce soit un naturel. Le but est que les enfants ramènent ça à la maison, Ramène ça à la maison, parlent à leurs on en parents. parle, exact. Parce qu'il y a des histoires dont tu me parlais tout à l'heure, là, tu parlais d'une famille là, dont Ouais. la jeune fille avait... Oui, qui est le premier cours de chaîne de vie. C'était en test même. Et cette jeune fille-là était au cours. Et un des devoirs, c'était d'amener la conversation à la table avec la famille, parler du don d'organes. Et puis, il y avait eu un débat assez houleux, apparemment, avec la mère surtout, qui disait, il n'y en a pas question, il n'est pas question que je donne les organes à personne. C'est des chances qu'ils te laissent mourir pour juste apprendre tes organes. Puis là, la petite avait dit, voyons, maman, je peux pas croire que tu penses quelque chose comme de si horrible que ça, que les médecins feraient ça. Tu sais. Bref, et puis malheureusement, ben, cette jeune-là, quelques semaines après, était dans un grave accident d'auto et est décédée. Et la mère voulait pas, mais elle s'est rappelée que sa fille lui avait vraiment demandé. Moi, s'il m'arrive quelque chose, maman, je veux que tu donnes mes organes, je veux sauver des vies. Et elle l'a fait. Et depuis ce temps-là, cette famille-là, la mère et le père s'investissent beaucoup dans tout ce qui s'appelle le don d'organes pour faire comme moi des témoignages et parler au nom des donneurs, des familles de donneurs. Avant ta transplantation, tu étais déjà dans les médias, mais c'était vraiment dans l'urgence, là, parce que tu étais concerné directement. Oui, puis je voulais faire un cri du cœur pour vraiment me dire, regardez-moi, là, j'ai pris soin de moi toute ma vie, j'ai fait attention. Un malheur m'est arrivé, mes poumons sont morts, puis en passant, moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir été malade. Pour moi, j'ai pas été malade. Du tout. Mon corps a jamais été malade. Mes poumons sont morts. Mais j'ai pas été malade. donc, ça se peut pas. Moi, j'ai pris soin de moi, j'ai jamais été malade, j'ai jamais vu, j'ai jamais eu besoin de médecin dans ma vie. Et puis là, je vais mourir, mes poumons sont morts, puis je vais mourir parce qu'on manque d'organes, ça se peut pas. Alors, je voulais vraiment sensibiliser les gens au fait que, puis en plus, parce que les familles disent non. Et à chaque fois qu'une famille dit non, ben, c'est 3-4 personnes qui peuvent mourir du fait que cette personne a dit non. Alors, je me dis, il faut que les gens arrêtent, il faut que les gens soient conscients. Donc, j'ai fait un cri du cœur. Et après la transplantation, tu aurais pu retourner à ta, entre guillemets, petite vie tranquille, mais sportive, mais tu es resté impliqué dans la sensibilisation. Oui, moi, je voulais changer le don d'organes, je voulais changer tout ce processus-là. Je voulais m'assurer que je me suis documentée beaucoup, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs. Je trouvais qu'on était tellement reculé au niveau de la province, que ce soit juste au niveau du registre, qu'il faut passer par le notaire ou il faut passer par un processus de Transplant Québec, le formulaire super compliqué que les gens, tu sais, t'arrives en Ontario, c'est un site Internet auquel tu rentres et tu vois ton inscription, puis tu es capable de le faire live, là. Ici, on a un site Internet, il faut sortir son rapport d'impôt, puis sortir le numéro 106 de la ligne 90 pour... Écoute, c'est hyper compliqué, j'ai essayé de le faire, puis je suis pas trop pire en finance. Puis c'était compliqué? C'était hyper compliqué. Alors, tu te dis, voyons, il faut faciliter ça, il faut répondre aux questions, il faut en parler. Je voulais vraiment m'impliquer beaucoup et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup. D'ailleurs, je voulais me trouver une job de ce côté-là. Je me suis impliquée au DUNO, de Transplant Québec. Je voulais changer les choses, mais malheureusement, on fait face à des contraintes politiques. Transplant Québec et tout le processus de transplantation. Puis en même temps, il y a tellement des ressources extraordinaires derrière ça, le processus. Ça prend des gens qui sont dévoués à la cause, quand on pense pour que moi je sois transplantée, il y a eu 100 personnes au moins d'impliquées dans le processus à des heures épouvantables, parce que tout se fait toujours en urgence. Alors, c'est incroyable. Ce sont des missionnaires et je suis en extase devant la générosité de ces gens qui ont un travail excessivement demandant. Puis en même temps, bien, malheureusement, il y a des contraintes de ressources, il y a des contraintes politiques et finalement, c'est pas un sujet qui est mis sur le dessus de la table.
Mais tu continues à t'impliquer, à donner des conférences? Oui, je me suis dit que toujours, chaque fois que j'allais avoir une invitation, que je n'allais jamais refuser. Et je l'ai fait très, très activement les 3 premières années après. Et ensuite, la COVID est venue nous rentrer dans les pattes, malheureusement. Mais j'ai quand même, je me suis donné beaucoup. Et j'aurais aimé que Transplant Québec, et j'aurais voulu rencontrer les gens du gouvernement pour avoir un budget pour que des gens comme moi puissent aller faire de l'enseignement, à accompagner les médecins. Parce que souvent, les médecins ils disent « Oui, c'est beau le don d'organes, mais quand tu vois qu'est-ce que ça fait que devant toi, tu as une Linda Paradis qui est passée à travers ça, puis regarde comment est-ce qu'elle est aujourd'hui. » Je pense que c'est une image vaut 1000 mots. Hein? Donc, d'avoir une personne comme moi qui accompagne les médecins dans l'éducation, qui accompagne, fait que là, je le fais avec Chaîne de vie, mais j'aurais voulu le faire avec Transplant Québec, j'aurais voulu, mais malheureusement, c'est une question de budget, puis on n'a pas de budget pour faire ça. Alors, malheureusement, c'est... Parce qu'en fait, la sensibilisation, ça va au-delà des familles, même le corps médical, puis Dr. Lallier en faisait part dans son entrevue, là, les milieux, parfois, sont moins sensibilisés. Oui, puis on se bat pour les ressources. Un donneur d'organes, ça déstabilise aussi une unité de soins intensifs. Complètement. Puis parfois, les gens n'y pensent tout simplement pas. Parfois, les médecins sont même mal à l'aise parce que le médecin traitant du patient qui décède, mais qui est un donneur potentiel, se retrouve à être la personne qui va aller solliciter la famille. Exact. Ça fait beaucoup d'émotions pour les soignants aussi. Oui, là, puis pour le médecin aussi, de dire, un médecin... Perdre un patient, c'est un échec. Alors, puis là, ben, il faut que tu ailles leur dire, si, by the way, ça ne vous tenterait pas de donner les organes. C'est pas nécessairement évident. Donc, il faut avoir la conviction, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir comment approcher et comprendre tout ce qu'il y a de la beauté derrière ça, parce qu'il y a quelque chose de magique derrière ça au niveau d'altruisme humain. La vie que tu as aujourd'hui, au point de vue de ta condition physique, est-ce que tu te compares à comment tu étais il y a 10 ans ou tu te compares aux gens de ton âge? Parce que j'ai l'impression que tu pourrais peut-être en gêner quelques-uns. En fait, c'est ce que j'ai l'impression. Comparativement à ce que j'étais avant, je te dirais que, je vais donner une image, je fais du ski de fond, j'étais toujours en avant. Ouais. Aujourd'hui, je dis non, allez-y en avant, je vais y aller à mon rythme. Okay. Donc, c'est sûr que je suis plus la machine que j'étais. Même chose au vélo. J'ai fait des défis de vélo incroyables et, by the way, 1 an et 8 mois après avoir eu ma double transplantation pulmonaire, je suis retournée faire la boucle de Pierre-Lavoie, 135 km de vélo. Mais c'est sûr qu'au lieu de le faire à 25-26 km en moyenne, je l'ai fait à 19-20. Alors, c'est ça. Donc, pour moi, par rapport à ce que j'étais avant, c'est sûr que je ne suis plus la machine que j'étais, mais je regarde ce que je fais aujourd'hui encore et j'ai des femmes de 50 ans qui sont gênées de me regarder aller, puis même des femmes de 40 ans des fois. J'imagine. Donc, j'ai encore un niveau d'énergie exceptionnel et je suis encore excessivement active et jouer dehors et aller jouer, à faire du sport, moi, Mais en même temps, il faut faire attention lorsqu'on se compare parce que tu aurais vieilli de toute façon. Oui, tout à fait. Donc, moi, quand je me compare, moi, je joue encore au hockey, là, mais si je me compare à comment j'étais il y a 25 ans, par la force des choses. Par la force des choses, effectivement. On est moins... Mais c'est ça. Donc, ça, je l'ai senti du bout, puis évidemment, au niveau du souffle. Puis j'aurais voulu aller faire les Olympiques quand je suis sortie. Et quand j'ai su qu'on compétitionnait de la même façon, c'était pas organe par organe, donc que les transplantés pulmonaires compétitionnaient avec les transplantés de reins, je me disais, bon, ben, je peux pas aller là parce que c'est sûr que là, je peux pas gagner. Puis moi, ben, je peux pas aller compétitionner si je peux pas gagner. OK. Donc, s'il y avait eu des... Ben, il aurait fallu choisir un sport... des organes. Non, un sport qui... Oh, mais non, mais là, quand même... Ça prenait quelque chose de cardio. Oui, tout à fait. OK. Donc, mauvaise candidate pour les Jeux olympiques. Il aurait fallu que ce soit une compétition de transplantés pulmonaires. Là, je serais allée. Dis-moi, toute la période qui a entouré ta greffe, là, en octobre 2016, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses souvent, auquel tu rêves, ou as-tu, pendant un certain temps, par exemple, après la transplantation, fait des cauchemars où ça ne fonctionnait pas? Zéro. Zéro. Pour moi, j'ai adopté ces poumons-là, mes nouveaux colocs.
Et là, c'était le focus de on prend soin l'un de l'autre et puis on avance. Et j'ai eu aucun mauvais souvenir de ça. J'ai eu aucun... Non, non. C'était mes poumons, c'était devenu mes poumons, puis j'allais en prendre soin, puis j'allais honorer le donneur en prenant le plus soin possible. Tu aimerais rencontrer la famille du donneur? J'aimerais rencontrer la famille de donneur pour leur montrer comment j'en prends soin, puis comment je suis reconnaissante à la vie. D'être encore ici, d'avoir mes enfants, de ma famille, mes amis, comment je me sens privilégiée d'avoir eu une nouvelle vie. As-tu une devise ou une phrase qui te colle à la peau? Ben, si tu parlais à tous ceux qui sont proches de moi, je te dirais qu'ils entendent très régulièrement « Merci la vie ». C'est quelque chose que je dis à tous les jours et même plusieurs fois par jour, à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Je vais finir des courriels en disant « Merci la vie ». Donc, « Merci la vie », c'est quelque chose que j'ai toujours été très, très intense et passionnée de la vie. Mais quand on vient si près de la mort, quand on voit la mort de si près, c'est encore plus important. On réalise comment la vie, c'est un beau cadeau. Et les gens qui sont très malades, qui ont vécu des choses comme toi, parfois vont dire que les petits inconvénients de la vie, là, maintenant, ça n'a plus d'importance. Là. En fait, est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui ou ça s'effrite un peu? Non. Et j'espère, et moi, j'ai des twist tags que j'appelle au niveau du sternum qui me rappellent constamment. Et je les touche régulièrement. Ce sont les broches qui ont les été broches utilisées pour fermer, oui, pour rapprocher l'os. Exactement, du sternum. Et puis, je les touche régulièrement et je parle à mes poumons, je revis ça. Et je te dirais qu'à chaque année, dans la période de l'été à octobre, je revis beaucoup les émotions que j'avais à ce moment-là. Je revis beaucoup ma transplantation, mon attente, mes angoisses je suis toujours plus sensible et plus émue à toutes les choses que je peux faire dans la journée que je me dis l'année passée à cette date-là, c'est-à-dire à la même période, pendant que j'étais en attente, je revis ça et c'est clair dans ma tête. C'est quoi pour toi la santé ou ta définition de la santé? Je serais curieux d'entendre. Mais moi, je considère que je suis en santé. Je suis parfaitement en santé. Et écoute, la santé, c'est d'être capable de jouir de la vie et de faire tout ce qu'on peut pour la conserver. Puis, avec ce que tu as vécu, puis ce que tu entends dans les médias, parce que dans les médias, on écoute, puis le système de santé est en train de s'effondrer. Toi, tu as connu la section platine des soins de santé, oui, un peu. Effectivement. Donc, comment le regard que tu portes sur notre système? Je vais te dire, avant la transplantation, je n'ai jamais eu besoin d'avoir de soins ou d'avoir de consultations spéciales. Alors, puis le jour où j'en ai eu besoin, c'était pour une transplantation pulmonaire et depuis, je suis suivie et j'ai des spécialistes autour de moi et j'ai accès à tous ces gens-là. Donc ça, c'est un privilège. Et je te dirais que avec une situation comme la mienne, c'est très clair, on a un système de santé qui est absolument exceptionnel. On a des professionnels, des médecins spécialisés, des infirmières, des corps médicaux qui sont exceptionnels, des soins qui sont exceptionnels et à jour. Alors, c'est pas là le problème. Le problème de la santé, c'est l'entrée en santé. C'est là où le bas blesse. Je pense que la ligne de front au niveau des généralistes, au niveau de si on a besoin de voir quelqu'un, qu'on ne sait pas c'est quoi notre problème, c'est là qu'on a un problème parce qu'il n'y a pas encore de diagnostic. Et puis d'aller voir un médecin de consultation, c'est devenu excessivement difficile. Malheureusement, le système de santé, moi j'ai vécu l'étape, la période où j'avais une clinique privée qui était en préventif et les services généraux
était quand même très, très fonctionnel. Et puis, de plus en plus, on ne sait pas pourquoi, mais c'est devenu illégal de faire les deux, le privé et le public. Il fallait le laisser. Donc, il y a beaucoup de médecins qui sont partis vers le privé. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve que du côté public, il n'y a plus de médecins. Les médecins sont rendus en privé, alors que le gouvernement, maintenant, va être obligé d'aller avoir recours au privé pour venir rendre des services au niveau. Ça n'a pas de bon sens. Donc, malheureusement, je pense que le système médical est géré, encore une fois, par la politique, plus que pour les besoins. Et moi, j'ai vu c'est pas géré comme une business. Malheureusement, il y a des situations où on voit du gaspillage énorme au niveau des produits. Et c'est mal géré. C'est juste carrément mal géré. Selon moi. Mon humble opinion. J'ai tendance à être d'accord. Petite section baguette magique, donc on approche baguette la magique. fin. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé. Aujourd'hui, on est le 11 février 2023. On entend les oiseaux qui chantent en arrière-plan. Ben, que chaque personne puisse avoir accès à un médecin. C'est le fondamental. D'être capable d'avoir une ressource à qui parler si on a un problème. Puis, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde. Si je pouvais rencontrer une personne dans le monde. Vivante ou décédée. Pour faire, donc, pas d'alcool, mais une randonnée de vélo ou une marche en montagne. Quelqu'un que j'aimerais revoir ou rencontrer. Bon, écoute, je dirais, j'ai une grand-mère que j'ai particulièrement aimée, avec qui j'ai eu un lien très, très près du côté paternel. Ma grand-mère paternelle que je rêverais de revoir. Une personne qui vient vraiment me chercher beaucoup, c'est Boukhar Diouf. OK. C'est un être humain qui est très, très rattaché près de la nature, en même temps d'être complètement connecté d'un point de vue du cœur et qui est hyper intelligent. Donc, sa façon de s'exprimer, sa façon de faire des liens entre les choses. Entre les choses, pour moi, c'est magique. Il vient chercher vraiment, il vient me faire vibrer jusque dans le fond des tripes. Je suis une amoureuse de la nature, je suis une femme de cœur. Boukhar Diouf. Oui, Boukhar Diouf. Il me semble doté d'un sens de l'humour ouais, assez oui, puis moi j'adore rire, alors puis c'est ça, je viens de lire un de ses livres aussi, puis c'est comme, il te sort des expressions là-dedans, alors, puis il est naturel, il est simple, il n'est pas compliqué. Je l'adore. Moi, j'aimerais peut-être rencontrer le grand-père de Boukhar aussi. Oui, effectivement. Moi, mais je pense qu'il se sert beaucoup de son grand-père. Mais je pense que c'est le bouc émissaire. Oui. Puis la personne aussi que j'aimerais rencontrer, puis d'ailleurs, je l'ai écrit dans ma dernière lettre à la famille, c'est la personne qui m'a redonné la vie. J'ai écrit dans la dernière lettre, j'aimerais ça en savoir davantage sur votre mère, parce que je sais que je parle à la fille de mon donneur, dans l'anonymat encore une fois. J'aimerais ça savoir qui elle est, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui l'animait, j'aimerais ça savoir ce qu'elle faisait dans la vie, ses valeurs. J'aimerais ça savoir à qui je m'adresse quand je parle, parce que je lui parle souvent. Donc, moi, j'aimerais ça rencontrer celle qui m'a donné la vie pour une deuxième fois. Est-ce que tu supportes une cause en particulier ou c'est la cause du don d'organes? C'est la cause du don d'organes et à travers le don d'organes, j'ai la cause du Dr Ferraro, la Fondation pour la chirurgie thoracique, développe la recherche en chirurgie thoracique et des organes, c'est bon, mais sans équipe derrière qualifiée comme l'équipe du Dr Ferraro, on va pas loin. Alors, pour moi, le travail qu'ils font, écoute... et la transplantation, on n'arrête pas on y pense pas, mais c'est des médecins comme le docteur Ferraro, il fait sa journée complète de travail et toutes les transplantations, parce qu'il n'y a pas de ressources ou pour être sûr que les hôpitaux, les salles sont libres, on fait ça la nuit. Donc, ces médecins-là, ces corps infirmiers-là sont là pour faire du travail en surplus à des heures épouvantables après avoir fait une journée complète. Alors, c'est incroyable ce qu'on leur demande de faire. Ça doit être en même temps une source de satisfaction extraordinaire.
pour c'est les gens sûr. qui offrent ces soins-là. C'est sûr. Moi, je suis un plus... Donc, quand avec, on me regarde, c'est sûr que quand ils me regardent, puis d'ailleurs, quand je retourne aux soins intensifs, les quelques médecins qui sont là, qui sont encore là, les intensivistes, et qui me disent, Linda, pour nous autres, là, juste de te regarder aller, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, donc, la Fondation Chirurgie thoracique, je me suis plus impliquée beaucoup au niveau de Transplant Québec et je me suis impliquée aussi, je m'implique encore beaucoup du côté de chaîne de vie. Donc, partout où on peut parler du don d'organes. Et là, j'amène un petit volet aussi santé. Et je pense que si j'avais un message à donner, ce serait ça, c'est de dire ce que je fais avec les jeunes quand je rencontre les jeunes puis que je leur fais un témoignage. C'est de leur dire prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous, parce que ça ne vous empêchera peut-être pas d'avoir un pépin de santé, mais ça peut être aussi grave qu'une double transplantation pulmonaire. Et si on a pris soin de notre corps, il va être là pour nous remettre en place. Et il va être en top shape pour être capable de passer à travers, puis de mener une vie comme je vis aujourd'hui. Alors, d'être capable de bénéficier, de continuer à vivre puis d'avoir une belle qualité de vie malgré ce qui m'est arrivé. Ça rejoint un peu le message du Grand Défi Pierre Lavoie, en quelque sorte, aussi. Donc, et c'est pour ça que je l'ai approché. Ça boucle la boucle. Oui, effectivement. Et c'est comme ça que je l'ai approché, parce que j'avais fait la boucle 5 ans auparavant. Puis là, j'avais commencé à être détériorée. Et puis, c'était le 5e anniversaire quand j'ai reçu l'invitation. Puis j'ai fait ça va fermer la boucle. Je vais prouver que je suis capable de refaire la boucle de Pierre Lavoie. Je vais m'entraîner pour ça. Et puis j'ai approché Pierre Lavoie, l'équipe, pour lui dire, écoute, j'aimerais ça partir la marche. Je vais faire venir les médias. Et j'aimerais ça. J'ai un message qui est très complémentaire au tien. Je pense que je suis un exemple de quelqu'un qui a appliqué des saines habitudes de vie, dont Pierre Lavoie fait la promotion. Et puis, ben voilà, j'ai eu une épreuve qui est aussi grave qu'une double transplantation pulmonaire et je suis ici pour faire la boucle aujourd'hui. Une dernière pensée où tout a été dit? La dernière chose que je dis souvent, c'est qui me fait prendre des décisions ou qui m'oriente, c'est la vie, c'est maintenant. Donc, il faut arrêter de faire de l'anxiété. J'étais une fille qui était peut-être un peu anxieuse sur qu'est-ce qui m'attendait dans le futur, qu'est-ce qui va arriver. Aujourd'hui, c'est une respiration à la fois. Que j'en profite, que je remercie. Et la vie, c'est maintenant. Linda, merci. Ça m'a fait un grand plaisir. À la prochaine. Au plaisir.